chez Très Daniel, La révolution de l'amour. Et dans ce livre, il y a même un CD qui permet de faire une méditation guidée. Je l'ai testé, ça marche. Pour quelles raisons le 21e siècle va-t-il réclamer des nouveaux paradigmes politiques, économiques, sociologiques? Vous savez, autrefois, on avait une société qui était très tournée vers la religion, et puis après, il y a eu les révolutions qui nous ont tourné vers la science, qui ont été très cerveau-gauche, donc raisonnement, logique, etc., qui nous baignent toujours aujourd'hui. Et ce qu'il va falloir, on s'est privé, on s'est coupé d'une grande partie de notre être, qui est l'intuition, le ressenti. Et donc, qu'il y ait la logique qui intervienne, c'est bien, mais qu'il y ait aussi l'intuition, le ressenti, la synthèse. Il va falloir absolument l'incorporer dans ce 21e siècle si on veut absolument commencer à comprendre le monde et la vie. Vous parlez de la conscience animale et végétale. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de coopération animale ou de coopération végétale? Avec les abeilles qui pollinisent, on voit aussi avec les vaches qui vont manger l'herbe, et puis quand ils commencent à arriver trop près des racines, l'herbe va libérer certaines substances désagréables pour la vache, pour que la vache arrête de manger et aille brouter un peu plus loin. Et puis les excréments de la vache vont permettre le développement donc de toute la végétation. Donc il y a tout un ensemble, et nous faisons partie de cet ensemble. Il y a une conscience, on l'a maintenant, on a vraiment la preuve. Moi, j'ai eu la preuve par des expériences que j'ai faites avec ce que j'appelle moi le mouvement primordial en soins énergétiques. Et donc, c'est très, très émouvant. On ne regarde plus les végétaux et les animaux de la même manière. D'accord. Alors, vous êtes médecin et il y a tout un chapitre qui concerne l'alimentation. J'y ai appris d'ailleurs qu'au XVIIIe siècle, le Français moyen mangeait 1 kilo de sucre. Aujourd'hui, je crois, plus de 30 kilos. Alors, rôle de l'alimentation par rapport au stress, par rapport à l'agressivité. Je dirais que si on veut être caricatural, il y a l'alimentation, disons, végétarienne et l'alimentation carnée. Donc, si on mange une alimentation végétarienne, on va favoriser certains neurotransmetteurs qui est la sérotonine en particulier. Pour faire simple, c'est l'hormone de la sérénité, du calme, de la bonne humeur, du bon mois. Et si on mange une alimentation surtout carnée, eh bien là, on va favoriser d'autres sécrétions de neurotransmetteurs au niveau du cerveau, qui sont l'adrénaline, la noradrénaline, et tous ces produits sont des neurotransmetteurs utiles parce que ça nous permet l'action, mais quand on est déjà dans une situation de stress, etc., ça ne va qu'aggraver. Alors, je ne veux pas prêcher non plus pour un végétarisme ou une alimentation carnée. Je dirais qu'il faut un équilibre entre les deux, c'est toujours du bon sens. Que faut-il penser du cycle des médias, presse, télévision, par rapport au stress ambiant? C'est-à-dire, c'est qu'on est… J'avais vu ça avec la H1N1, on va rester avec la H1N1, mais on joue le même, on fait un copier-coller avec le Covid. C'est qu'il est nécessaire que nous soyons informés. C'est une évidence. Il est nécessaire qu'on soit informé. Mais un peu comme le fameux nuage de Tchernobyl qui avait été arrêté à la frontière, d'un seul coup, plus rien. Là, c'est lamentable. D'un autre côté, on a une information qui est aussi une désinformation, dans le sens que on ne nous dit pas tout. Je dis pas les médias, mais j'ai écouté encore bientôt les informations qui étaient passées par le président Macron et qui, en fin de compte, nous donnent des affirmations sans nous donner les éléments qui ont amené à cette conclusion. Et nous, on n'est pas des bébés, on n'est pas des enfants. On peut peut-être nous expliquer un petit peu pourquoi telle ou telle décision a été prise et que c'est pas Dieu le Père qui arrive comme ça. Alors les médias sont utiles, sont indispensables. Après ça, c'est pour ça qu'avec qu'il y ait des journaux d'opposition entre guillemets est aussi important parce qu'il faut avoir des informations et un débat. Qui a découvert que le niveau vibratoire de la Terre était parallèle au niveau vibratoire de l'homme? J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la résonance de Schumann et des méthodes de mesure de cette
état vibratoire. Et moi, j'ai fait mes propres tests et en effet, j'ai constaté que ce niveau vibratoire changeait, s'élevait d'une manière importante au cours depuis les années 90 et ça a suivi une courbe ascendante assez impressionnante parce on est parti de, si on prend des unités bovies comme référence, on aurait pu prendre des hertz, peu importe, eh bien, on est passé de 6500 à pratiquement 50 ou 60 000 unités bovies. Donc, ça veut dire que c'est multiplié par 10. Et donc, il n'y a pas d'appareil qui nous permette de mesurer ce genre de choses. C'est que le seul, on arrive à le déterminer par la radiesthésie, la kinésio, le test énergétique, etc. Alors, c'est sûr que, après ça, on nous dit, oui, c'est empirique. C'est vrai, c'est empirique. Mais quand on est une dizaine à tester en même temps, dans le même moment, ce niveau vibratoire, avec chacun sa méthode, et on retrouve des résultats similaires, c'est toujours pas scientifique, mais ça s'en rapproche. Alors après, nous avons aussi la notion de la résonance de Schumann, dont vous parlez là tout de suite, qui est en relation directe avec le champ magnétique terrestre. Donc ça résonne au niveau de la stratosphère. Et là aussi, on s'est aperçu que ce niveau vibratoire avait tendance à monter. Là, c'est officiel, c'est mesuré scientifiquement, et c'est des éléments en hertz que ça fait. Voilà. D'accord. C'est des éléments qui se déroulent sur notre planète parallèlement à tous ces événements terribles qu'on voit aujourd'hui. Et je pense que les deux sont très liés. Mais ça, je n'engage que moi en disant ça. Tout un chapitre parle dans votre ouvrage de la force de la pensée et en particulier le rôle de cette force sur le corps, sur les autres, sur soi, le rajeunissement, sur les autres, sur la matière, sur les plantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Un des premiers éléments qui m'a passionné, parce que quand j'étais médecin, au tout départ, j'étais sophrologue. Et donc, la sophrologie, par exemple, le sophrologue met la personne en état modifié de conscience et va passer un message et que l'esprit de la personne, du patient va prendre et va agir sur son corps. Par exemple, arrêter un saignement, arrêter une douleur, etc. Donc, mais si vous voulez, c'est que là, le sophrologue ne fait rien c'est un beau métier, mais j'adorais ce métier, mais c'est pas lui qui va arrêter le saignement. Ce n'est pas, et on va pas donner de produit. Donc, ça montrait que c'était la puissance de l'esprit du patient qui recevait l'information en état modifié de conscience, qui était capable de changer. On retrouve la même chose avec les états d'hypnose, etc. Et donc, moi, je considère que tout ce qu'on peut obtenir en état sophronique ou en état hypnotique, eh bien, on devrait être capable de le faire à l'état conscient. La seule différence, c'est que comme nous n'y croyons pas, ça coince. Et donc, c'est là que j'ai commencé à voir l'influence de l'esprit sur le corps, l'influence de l'esprit sur le moral. Et il y a eu des études qui ont été faites qui montraient que, par exemple, il y en avait une qui m'avait beaucoup plu au début parce que c'était Le bonheur est contagieux, qui montrait comment cet état d'esprit influençait notre entourage, proche ou plus ou moins lointain. On a vu aussi avec les expériences sur les plantes, des expériences de Emoto, etc., que notre esprit agit aussi sur notre environnement. Et les physiciens quantiques nous disent bien également, l'esprit du chercheur va influer plus exactement le résultat de l'expérience de physique quantique. Racontez-nous l'anecdote du centième singe, parce que ça me paraît significatif. Très impressionnant. C'était l'histoire après la Deuxième Guerre mondiale, des chercheurs japonais ont été travailler sur une petite île au large du Japon et tous les midis, ils pique-niquaient et quand ils pique-niquaient, il y avait les singes qui venaient pour quémander un peu de nourriture et eux avaient l'habitude de leur jeter des patates douces. Mais ils les jetaient par terre devant les singes qui s'en prenaient, qui les mangeaient. Mais seulement, comme elles étaient tombées par terre, il y avait des graviers, du sable qui étaient tombés sur ces pommes de terre qui faisaient que c'était pas agréable à manger, jusqu'au jour où il y avait une petite guenon qui a trouvé l'idée d'aller laver la patate. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça intéressant que ce soit une jeune guenon qui découvre ça, parce que la jeunesse a toujours la capacité, la faculté de remettre les choses en cause. Et donc, ils nous permettent d'avancer aussi. Et donc, elle fait ça. Et donc, évidemment, les congénères commencent à faire de même. Tout se passe comme si le jour où il y a eu un centième singe,
le nombre 100 est complètement fictif, c'est très symbolique, c'est tout. Quand il y a eu un 100e singe qui a pris cette nouvelle habitude, d'un seul coup, tous les singes de l'île se sont mis à suivre cette nouvelle habitude, ce nouveau paradigme. Et là encore, on aurait pu se dire, oui, c'est toujours, on est sur la même île, mais on s'est aperçu que c'était aussi la même chose sur les autres îles, et même avec les singes du continent, qui n'avaient pas de contact avec les singes de l'île, évidemment. Donc ça a montré que le changement d'un paradigme, à partir du moment où il y avait une minorité, là on parle de 100, mais c'est simplement un nombre fictif, symbolique, mais quand il y a une minorité qui agit dans un sens positif pour la communauté, on est capable de changer les paradigmes de l'ensemble du groupe. Alors selon les sources, il y en a qui disent 1% de la population, 1% de la population qui prend un nouveau paradigme serait capable de faire changer l'ensemble de la population. On n'a plus besoin d'être majoritaire, donc simplement une minorité active. Il y en a d'autres qui disent que c'est même la racine carrée de 1%, donc ce qui fait encore moins, et qui serait capable de changer le paradigme d'une société. Alors, intelligence du cœur, puissance de l'amour. Alors, l'ocytocine, est-ce que ça joue sur la puissance de l'amour ou c'est l'amour qui joue sur l'ocytocine? C'est ça ma question. Voilà, c'est un peu la question que je pose dans mon livre, parce que c'est évident que quand nous sommes dans l'amour, on va déclencher le phénomène d'ocytocine. Mais donc ça va faire monter, c'est l'hormone du bonheur, c'est l'hormone de l'équilibre, etc. Mais comme vous disiez tout de suite, quelle est la poule, quel est l'œuf? Et donc, et pour moi, c'est toujours l'ocytocine est une conséquence, mais non pas une cause. Parce qu'en fait, nous sommes avant tout des êtres énergétiques. Et on reçoit ces informations-là d'abord au niveau énergétique qui sont transmises ensuite au niveau neuronal ou au niveau hormonal. Et notre organe qui va ressentir tout cela, ce n'est pas notre cerveau, vraiment ce qu'on pense, ce n'est pas non plus l'intestin qu'on appelle souvent le deuxième cerveau. Moi, je dirais que c'est le cœur. C'est le cœur et c'est lui qui reçoit l'information par l'intuition. On revient sur la première notion qu'on avait dit tout à l'heure, c'est qu'en fin de compte, le raisonnement et la logique, c'est bien, mais il ne faut pas oublier l'intuition et le ressenti, et c'est lui, c'est ce cœur qui va informer l'esprit, le cerveau, et non pas l'inverse comme on l'a pensé pendant très longtemps. Pour clore cette interview, pourquoi, c'est la conclusion de votre ouvrage, pourquoi la révolution de l'amour n'est-elle pas une utopie? La révolution de l'amour ne lutte pas contre un système, il est en train de l'aider à se changer lui-même, sans intervenir et sans violence. Parce qu'à partir du moment où on envoie cette énergie d'amour, eh bien, et ça c'est possible pour deux raisons. La première raison, c'est que l'élévation du niveau vibratoire de la Terre fait que la puissance de notre pensée n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Plus le niveau vibratoire monte, plus notre pensée s'élève. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Et comme on l'a dit avec l'expérience des 100 singes ou avec l'effet Maharishi, eh bien, il suffit qu'il y ait une minorité de personnes qui change de paradigme et qui se dit au lieu d'aller toujours dans la critique, dans le machin, etc. Et si moi je mettais dans l'amour et d'envoyer de l'amour aux autres, déjà ça va changer sa propre vie. C'est ça qui est merveilleux, ça va déjà changer notre vie, mais en plus ça va rayonner tout autour et de proche en proche, on peut peut-être obtenir un changement au niveau de notre société. C'est du moins ce que je pense, ce que j'espère.